tout le monde, je m'appelle Alicia Inoussova, société Road to Business. Avant de commencer le webinaire qui est destiné au KPI de Google Analytics, j'aimerais savoir si vous entendez bien et si vous voyez bien la présentation. Est-ce que vous pouvez me répondre par le biais de chat, s'il vous plaît? Alors, ça a l'air d'être bon. Donc la présentation, je pense également. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Donc on va commencer. Aujourd'hui, on va parler des KPI Google Analytics à suivre pour les éditeurs logiciels. Donc je vous rappelle que Road to Business travaille avec les éditeurs logiciels notamment pour les questions comme la stratégie, le marketing, le commerce. Et donc aujourd'hui, on va parler des KPI Google Analytics à suivre pour voir quelles sont les actions marketing qui ont abouti donc à des conversions, à des bénéfices et quelles sont les actions marketing, par exemple, qu'on peut revoir, qu'on peut changer, etc. Donc, pour cela, pour suivre les actions marketing, on utilise des outils par défaut, on va dire. Le premier outil par défaut, c'est Google Analytics. Quasiment tous les sites donc ont Google Analytics installé. Après, suivi ou pas, donc ça dépend. Mais Google Analytics, c'est l'outil numéro 1 pour suivre les actions marketing et suivre en fait le comportement sur le site. Donc, on va regarder maintenant quels sont les objectifs de suivi de données sur Google Analytics. Donc, tout d'abord, c'est un outil pour suivre les performances des actions marketing. Après, Google Analytics nous permet de suivre des conversions également qui sont effectuées sur le site. Quand on parle des conversions pour un éditeur logiciel, on parle bien sûr des formulaires remplis, des documents téléchargés, des vidéos qui sont vues, etc., etc. On ne parle pas vraiment d'un achat parce que le cycle d'achat est assez long et donc pour la conversion, on va surtout prendre les formulaires de demande de démo, de demande de contact, de demande de version test si vous en avez, etc. Le téléchargement des livres blancs, des plaquettes, voilà, tout type de documents qui peuvent être téléchargés et tout type de formulaires qui peuvent être remplis sur votre site vont nous amener des conversions. Et après, sur Google Analytics, on a la possibilité de voir d'où, en fait, de quels canaux viennent les gens qui ont converti sur notre site. Est-ce qu'ils viennent du référencement naturel ou est-ce qu'ils viennent du référencement payant, de l'emailing, etc. Et ça nous aide à déterminer des actions marketing qui fonctionnent pour notre société et ça nous permet aussi donc d'exclure des actions marketing qui ne marchent pas. Par exemple, Google AdWords peut des fois ne pas marcher, c'est pas adapté pour tout le monde. Et comme ça, vous vous rendez vite compte et vous appliquez ce budget-là pour d'autres choses, pour d'autres campagnes. Google Analytics permet aussi de connaître le comportement des visiteurs. Ça, c'est très important, surtout aujourd'hui quand on est de plus en plus vers l'inbound marketing, quand on amène du trafic de façon naturelle. Et Google Analytics nous permet de voir quelles sont les pages les plus visitées, quelles sont les pages qui méritent d'être revues, d'être optimisées, etc. Et bien sûr, sur Google Analytics, on peut faire des rapports personnalisés. Donc, on peut créer des tableaux de bord et suivre facilement des indicateurs. Donc, avant de passer au vif du sujet, je vous rappelle que Google Analytics c'est un produit universel. Donc, c'est-à-dire c'est un produit qui peut être utilisé pour n'importe quel type de site, un site vitrine, e-commerce, le site de type blog, des forums, le site d'un éditeur logiciel. Tous ces sites-là peuvent utiliser Google Analytics. Donc, c'est pour ça, sur Google Analytics, il y a énormément de statistiques. Et parmi cette panoplie de statistiques, il faut vraiment déterminer les KPI à suivre qui sont utiles pour vous. C'est-à-dire, on ne va pas se connecter sur Google Analytics pour regarder des chiffres. On va se connecter sur Google Analytics quand on sait déjà qu'est-ce qu'on doit trouver, qu'est-ce qu'on cherche. Quelles données, quelles statistiques on cherche pour déjà comprendre comment fonctionne notre marketing, pour analyser la démarche de l'utilisateur sur le site, etc. Donc voilà, ça c'est très important. Donc on va pas travailler sur tout le menu de l'outil parce qu'il est assez riche en données et
c'est pas toutes les données qui vont être intéressantes pour nous. Et notamment, ce qui est adapté pour un éditeur logiciel, donc dans la partie du menu, c'est ces champs-là. Donc c'est l'acquisition, c'est le comportement et la conversion. Voilà, c'est trois onglets où on va surtout passer du temps. On va analyser l'acquisition, donc les canaux d'acquisition. On va analyser le comportement, sur quelle page les internautes agissent de quelle façon, etc. Et on va analyser également les conversions. Quelles sont les actions marketing qui nous ont permis d'avoir telle ou telle conversion. Donc maintenant, regardons ces étapes-là un peu plus en détail. Donc, quand je lance mes actions d'acquisition, donc que ce soit d'inbound ou d'outbound marketing, donc c'est-à-dire le marketing direct ou indirect, je vais avoir du trafic qui va venir sur mon site. Donc, parmi les canaux d'acquisition sur Google Analytics, on détermine le trafic organique, donc le référencement payant, le référencement naturel, le trafic email, donc nos campagnes emailing, nos newsletters, le trafic social, donc tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout ce qui nous amène du trafic sur le site, le canal paid, donc c'est-à-dire les publicités lancées notamment sur Google AdWords. Le trafic referral, là, ce sont des sites partenaires, des sites, des blogs d'experts en fait qui envoient des liens vers notre site pour le référencer. Donc c'est pour ça on appelle ce trafic le trafic référent ou referral. Donc tous ces canaux d'acquisition nous amènent du trafic et les internautes, les utilisateurs, donc naviguent d'une telle ou telle façon sur le site internet. Et à ce moment-là, on pourra analyser leur comportement, donc justement sur Google Analytics. On pourra déterminer quelles sont les pages les plus visitées. On pourra aussi, parmi les pages stratégiques pour notre site, déterminer est-ce que tout fonctionne correctement ou pas. Est-ce que les gens restent assez de temps pour prendre connaissance avec le contenu ou au bout de 15 secondes, ils s'en vont et du coup, on va conclure que le contenu n'est pas adapté à notre cible. Et bien sûr, la dernière étape, c'est l'étape des conversions. Donc, on va créer des objectifs sur Google Analytics, c'est-à-dire, encore une fois, je vous rappelle que pour un éditeur logiciel, une conversion, donc un objectif, c'est un formulaire rempli, c'est un document téléchargé, une vidéo qui est vue, etc. Donc, on va configurer des objectifs sur Google Analytics. Par exemple, on va définir un formulaire rempli égale un objectif atteint. Et après, à chaque fois que vous avez des demandes de démo, des demandes de contact à travers vos formulaires, Google Analytics va les comptabiliser et vous allez facilement voir pour quelle action marketing ça correspond. Et vous allez déterminer les actions marketing qui étaient donc le plus adaptées pour votre cible, pour votre domaine. Donc voici les trois canaux principaux. Après, il y a aussi une partie qui est très importante, c'est la partie d'administration. Donc, il y a pas mal de choses à faire avant de se lancer déjà directement dans l'analyse des données au niveau de l'administration. Donc, tout d'abord, c'est la définition des filtres. Donc, la définition des filtres, c'est quoi? C'est la possibilité donc d'exclure le trafic qui peut fausser les statistiques. Par exemple, je peux exclure le trafic qui provient de ma propre société. Si au cours de la journée, plusieurs employés se connectent sur le site, donc ça génère du trafic sur le site qui est faux parce que c'est pas des utilisateurs dont qui vous intéresse, mais donc c'est votre société qui se connecte. C'est pour ça, donc ce qu'on va faire, c'est on va déterminer des filtres. On va définir des filtres avec des adresses IP, par exemple, pour exclure le trafic qui provient à partir de notre site. Donc ça, c'est la première chose. Et là, on va voir comment on peut procéder. Donc, vous choisissez cet onglet, tous les filtres. Donc, vous donnez le nom à votre filtre pour le reconnaître facilement. Donc, par exemple, IP de l'entreprise. Et vous définissez donc le type de filtre qui est prédéfini. Vous excluez le trafic et vous choisissez quel type de trafic vous excluez. Donc là, en l'occurrence, on parlait du trafic à partir d'une adresse IP. Donc, vous choisissez celui-là égale A, et là, vous renseignez l'adresse IP, par exemple, de votre société, ou si vous êtes en home office, vous renseignez l'adresse IP de chez vous, l'adresse IP de votre collègue, etc., pour au maximum exclure le trafic qui va être faux.
Voici donc la mise en place des filtres. Après, deuxième chose à faire au niveau de l'administration, c'est l'association des produits de Google. Donc Google a énormément de produits, vous le connaissez. Donc les plus utilisés en marketing, c'est Google Analytics, Google AdWords, Google Search Console pour aller un peu plus dans le détail, dans le référencement naturel, etc. Donc c'est pour ça, cette partie-là, association de produits peut être vraiment très utile. Donc, je vous conseille d'aller directement dans tous les produits et là, vous choisissez le produit qu'il vous faut. Donc, normalement, pour un éditeur logiciel, on va surtout associer Google AdWords si vous lancez des campagnes publicitaires sur le moteur de recherche et Google Search Console. Donc, si vous avez mis en place cette console, si vous avez un webmaster ou un marketeur qui suit régulièrement les statistiques au niveau du référencement naturel sur Google Search Console, donc vous associez ces produits et les données d'AdWords et de Search Console vont automatiquement aller dans Analytics et vice versa. Donc, c'est-à-dire, ça va être très simple de récupérer les données des produits sur Analytics directement. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller se connecter sur 3 produits en même temps. Donc ça, c'est l'association des produits. Après, on peut aussi travailler la définition d'audience. Donc, si jamais vous lancez des campagnes publicitaires sur Google AdWords, donc cette partie-là, la définition d'audience peut être intéressante pour vous si vous souhaitez lancer une campagne de remarketing. Donc c'est-à-dire vous souhaitez recibler les gens qui sont déjà venus par un moment ou un autre sur votre site, qui ont par exemple consulté les pages spécifiques de votre site, par exemple la page des offres, la page des tarifs, la page des webinars, etc. Et avec la définition d'audience, vous êtes capable de créer des audiences avec voilà, avec des segments bien précis. Par exemple, les gens qui ont consulté telle ou telle page de mon site, ou les gens qui ont visité plus de 3 pages de mon site, ou tous les visiteurs, n'importe. Donc, si vous voulez pas de faire de segments, vous pouvez choisir tous les visiteurs et vous lancer donc des campagnes publicitaires que pour cette audience-là. Donc, c'est-à-dire votre campagne AdWords, vos publicités vont être visibles quelque part sur le web que par les gens qui sont venus déjà par un moment ou un autre sur votre site. Et ça vous permet de personnaliser le message au maximum. Comme vous connaissez les pages où les internautes ont passé du temps, donc là, vous pouvez orienter votre message, vous pouvez parler plus des webinaires, vous pouvez parler plus des livres blancs sur vos annonces et ainsi donc personnaliser le message au maximum. Donc ça peut être utile, encore une fois, je répète, pour les campagnes de remarketing. Et quatrième chose qui sera donc indispensable pour travailler correctement sur Google Analytics, ça sera la définition des audiences. Des objectifs, pardon. La définition des objectifs est nécessaire, encore une fois, je répète, pour le suivi des actions marketing, pour déterminer les actions marketing qui étaient utiles et qui ont rapporté, donc, qui ont ramené des conversions. Tout à l'heure, on va voir comment créer des objectifs le plus simple possible. Mais d'abord, on va donc regarder autre chose qui est importante sur Google Analytics et notamment les tableaux de bord. Donc, encore une fois, avant de passer au vif du sujet, avant de regarder les KPI à suivre pour un éditeur logiciel, il faudra créer des tableaux de bord personnalisés ou des rapports enregistrés. Donc, il y a 2 façons de faire. Là, j'ai sélectionné les 2. Vous pouvez créer des tableaux de bord, donc classiques comme celui-là par exemple, ou vous pouvez créer des rapports enregistrés. Donc, la différence est pas très très importante entre les deux. Mais pour moi, ce qui est plus simple, c'est d'utiliser par exemple les rapports enregistrés. Les rapports enregistrés, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des filtres qui sont enregistrés et donc qui sont sauvegardés. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez trouvé un rapport, vous avez donc trouvé une statistique qui est nécessaire et donc vous avez établi un rapport comme il faut avec des filtres nécessaires. Donc là, vous n'êtes pas et vous fermez donc ce rapport, vous fermez l'onglet Google Analytics, etc. À la prochaine fois, il faudra plus
configurer encore une fois les mêmes filtres, etc., parce que tout sera sauvegardé. Par contre, si vous enregistrez la même statistique au niveau des tableaux de bord, là, les filtres supplémentaires vont pas être sauvegardés. Voilà. Donc c'est pour ça, je préfère utiliser les rapports enregistrés parce que là, il n'y a plus besoin de refaire la même configuration parce qu'encore une fois, sur Analytics, il y a tellement de données que par moment ou un autre, on peut se perdre, on peut se tromper. Donc, si on l'a fait une fois, là, on peut être tranquille. Tout est enregistré dans les rapports. Donc, maintenant, je vais vous présenter quand même les deux façons de faire et après, c'est vous qui allez choisir ce qui est plus adapté pour vous. Donc, si on choisit de faire des tableaux de bord, donc, on va créer des onglets comme ça, donc avec les statistiques qu'il vous faut pour une période donnée. Vous cliquez donc sur ajouter un widget ici, donc vous voyez ce bouton là, ajouter un widget. Là, vous avez le choix parmi la présentation de votre statistique, donc un tableau, des barres, diagrammes, une table, etc. Et là, vous avez un bouton ajouter une statistique. Et c'est à vous de déterminer quelle statistique vous souhaitez donc avoir sur votre tableau de bord. Et là, je vous rappelle, la difficulté, c'est que sur Analytics, il y a tellement de données ça rend justement la création du tableau de bord un peu plus compliqué. Donc là, vous choisissez parmi toutes les stats la statistique qu'il vous faut et vous enregistrez donc votre tableau de bord et après, c'est quelque chose qui va se présenter comme ça. Donc ça, c'est une façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est des rapports enregistrés. Et là, comment est-ce que vous travaillez? Donc, vous avez trouvé une statistique, donc une page qui est intéressante pour vous et vous souhaitez toujours avoir des données pour cette statistique bien précise avec des filtres bien définis, etc. Donc là, à partir de la page de la statistique, je vous conseille de cliquer sur le bouton enregistrer. Et automatiquement, donc cette donnée-là, cette statistique-là, avec tous les filtres supplémentaires, va être sauvegardée au niveau donc au niveau des rapports enregistrés. Voilà. C'est la façon la plus simple et la plus utile, la plus efficace de travailler. Parce que les tableaux de bord ne gardent pas les filtres. Ça, c'est un peu, ça peut s'avérer un peu difficile. Donc voici, à partir du moment où vous avez déterminé les rapports à surveiller ou le tableau de bord personnalisé, donc là, on peut déjà passer à l'analyse de toutes ces statistiques un peu plus en détail. Donc, regardons le menu de Google Analytics. Sur la partie gauche, on aura donc plusieurs données, plusieurs onglets. Donc, le premier qui peut être analysé, c'est l'audience. Les principaux onglets, ça sera acquisition, comportement et conversion. Mais l'audience, ça peut être aussi intéressant. Donc, à vous de voir si vous allez passer beaucoup de temps là-dessus ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans l'onglet audience? Et donc là, on a surtout les données sur le nombre d'utilisateurs, sur le nombre de sessions, sur la durée des visites, sur le taux de rebond, etc., etc. Mais attention, parce que dans la partie audience, toutes les données là, c'est la moyenne pour le site. Donc, si vous regardez, par exemple, la durée moyenne des sessions, c'est en fait la durée moyenne pour tout le site, pas pour les pages précises. Si vous regardez le taux de rebond, pareil. Donc, c'est la moyenne pour tout le site. Et là, justement, la difficulté, c'est que quand c'est la moyenne pour tout le site, en sachant que sur notre site, on peut avoir des pages avec un taux de rebond élevé, et c'est normal, et on aura d'autres pages où le taux de rebond est très faible. Et en sachant que c'est la moyenne, donc là, on peut avoir une statistique qui n'est pas très correcte. Donc, c'est pour ça. Ce que je conseille de faire, c'est au niveau de l'audience, regardez surtout peut-être le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, mais pas les données comme le taux de rebond et la durée moyenne des sessions. Voilà, ça on va analyser beaucoup plus en détail dans la partie comportement. Donc là, en globalité, on va avoir des données pour le site, mais on ne va pas se pencher trop dessus pour le moment. Donc, juste quelques mots par rapport aux utilisateurs et aux sessions. Donc, quelle est la différence? Un utilisateur, c'est une adresse IP. Donc, Google Analytics se base sur les adresses IP quand il détecte un utilisateur, etc. Mais un utilisateur, donc par exemple, moi, je suis un utilisateur, je me suis connecté sur le site
3 fois aujourd'hui. Donc, à chaque fois, je suis restée un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, etc. Donc, ça veut dire que j'ai créé 3 sessions. Voilà, c'est ça la différence. Un utilisateur peut créer en même temps plusieurs sessions, peut créer 3 4 sessions le jour même ou une seule, donc n'importe. Mais sachez que toujours, vous allez avoir plus de sessions que d'utilisateurs. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Après, au niveau de l'audience, vous pouvez aussi regarder les statistiques comme des données démographiques, les centres d'intérêt, les données géographiques, donc d'où viennent les gens. Dans la partie données démographiques, vous allez avoir la répartition sur les âges, le sexe, etc. La technologie, est-ce que les gens viennent du mobile, de tablettes, du PC, etc. De quelle technologie ils utilisent, donc est-ce qu'ils viennent d'Android plus que d'Apple, etc. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui peuvent être analysées. À vous de voir si c'est intéressant pour vos statistiques et pour vos performances ou pas. Donc, des fois, ça peut effectivement donner des idées, mais on va pas aller trop loin avec ces statistiques parce que très souvent, c'est assez générique, c'est assez flou. Donc, c'est pour ça. Donc, on va regarder ça, mais on va pas se pencher trop dessus, trop là-dedans, parce qu'il y a d'autres onglets qui vont nous ramener de l'information plus utile, plus importante. Donc, regardons maintenant justement cette partie-là. La toute première chose, que je vous conseille de regarder régulièrement, c'est l'acquisition. Donc, quels sont les canaux d'acquisition qui vous ramènent du trafic? Et donc là, vous allez dans le menu, vous allez dans acquisition, vue d'ensemble, et vous allez avoir donc tous les canaux qui vous ramènent du trafic pour une période donnée. Donc là, je vois les trafics comme autres, donc c'est-à-dire des campagnes que j'ai créées par moi-même avec le code de tracking, donc les campagnes partenaires, par exemple des newsletters, etc. Après, je vois le trafic direct, le trafic organique, du social, du referral, de l'email, voilà. Donc tout type de trafic que j'ai sur mon site actuellement. Donc si je vais après dans le détail et je précise les canaux, donc là j'ai les informations détaillées pour chacun de ces canaux d'acquisition. Donc là, je vois le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions pour chaque canal d'acquisition. Je vois le taux de rebond aussi pour chaque canal d'acquisition, le nombre de pages vues, la durée des visites, etc., etc. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la toute dernière colonne, objectifs réalisés. En sachant que j'ai configuré au préalable les objectifs sur Google Analytics, c'est-à-dire j'ai déterminé que si un formulaire de contact est rempli, c'est égal une conversion, un objectif atteint. Donc là, sur Analytics, je vais voir qu'il y a 9 objectifs atteints suite à du trafic direct. Il y a 2 objectifs atteints suite à du trafic naturel, etc., etc. Donc, c'est-à-dire là, je vois tout de suite quels sont les moyens d'acquisition qui ont amené du trafic qualifié, et je vois autre chose. Je vois par exemple que le social n'a pas du tout amené de conversion, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne joue pas un rôle important dans ma stratégie marketing. Voilà, donc on est dans la partie acquisition au niveau des canaux. Là aussi, on peut établir des filtres supplémentaires. Donc au début, je vous ai parlé des filtres supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles quand on configure les rapports enregistrés. Donc là, je vous conseille d'aller toujours sur la dimension secondaire et trouver une statistique que vous souhaitez afficher à côté. Donc, c'est-à-dire quel filtre vous souhaitez afficher à côté. Donc là, en l'occurrence, je voulais voir les campagnes pour chacun de ces canaux d'acquisition. Donc, parce que des fois, on lance des campagnes spécifiques. Par exemple, au niveau de l'email, j'aurai des newsletters en novembre, newsletters octobre 2018, etc. Au niveau des campagnes payantes, j'aurai une campagne logiciel numéro 1, logiciel numéro 2, etc., etc., etc. Et donc là, je vais définir une dimension secondaire, par exemple, campagne. Donc là, vous la trouvez. Vous commencez à taper campagne, par exemple. Vous commencez à établir un autre filtre comme source, support, et là vous allez voir est-ce que ça vient du payant, est-ce que ça vient du Google organique, etc. Donc voilà, c'est vous qui choisissez le filtre à mettre en place. Là, en l'occurrence, il s'agit de la campagne. Et voici une nouvelle colonne qui s'affiche avec le filtre que j'ai défini pour avoir un peu plus de résultats. Et donc là, je regarde au niveau de mes campagnes, je vois
newsletters, je reconnais en fait des campagnes que j'ai lancées sur LinkedIn par exemple ou sur d'autres outils, et ça permet en fait de déterminer aussi quelles sont les campagnes qui étaient le plus utiles pour moi. Donc voici concernant la partie acquisition. Deuxième onglet qui va être utilisé régulièrement par un éditeur logiciel, c'est l'onglet du comportement. C'est là qu'on va analyser le comportement sur chacune des pages, le comportement des internautes sur notre site en globalité. Donc là, vous allez dans comportement, vous allez dans contenu du site et vous affichez toutes les pages. Donc ici, vous avez la liste de toutes les pages de votre site qui étaient le plus vues. Donc d'habitude, c'est la page d'accueil qui est la première et après, on a des pages stratégiques. Et donc là, c'est à vous de jouer. Donc c'est-à-dire, vous regardez les pages par page, vous regardez l'URL par URL, vous connaissez le contenu de vos pages et vous vous mettez à la place de l'internaute et vous vous dites, est-ce que par exemple 3 minutes étaient suffisantes pour que je puisse trouver de l'information importante, nécessaire pour mon utilisateur, pour mon prospect sur ma page. Donc si c'est le cas, ça veut dire que les internautes ont passé plus de 3 minutes et donc c'était utile, c'était bénéfique pour vous, malgré que le taux de rebond est élevé. Donc là, je vous conseille de regarder cette colonne-là, le taux de rebond, et la colonne, la durée moyenne du trafic. Voilà, c'est ces deux colonnes-là qui vont vous montrer si le contenu de la page est créé correctement ou pas. Donc, pourquoi ces deux colonnes-là? Parce que le taux de rebond va beaucoup parler sur le contenu de votre site, mais en couple avec la durée des visites. Donc, le taux de rebond peut être élevé, c'est normal. Il y a des pages qui prévoient un taux de rebond très élevé. Il y en a d'autres qui prévoient un taux de rebond aux alentours de 30-40%. Et c'est un taux de rebond vraiment parfait. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un taux de rebond? Un taux de rebond, c'est quand j'arrive, par exemple, sur une page d'un site web, je reste sur cette même page 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 heures, n'importe, et je repars de la même page. C'est-à-dire, je suis restée sur une seule page du site dans laquelle je suis venue, et donc je repars de la même page. Si vous repartez même au bout de 3 heures, ça vous génère un 100% de taux de rebond. Pourquoi? Parce que Google considère que vous êtes resté sur une seule page, vous avez pas voulu d'aller plus loin, c'est-à-dire le contenu a priori n'était pas très intéressant sur le site. Donc c'est-à-dire que vous êtes arrivé sur une page et vous êtes ressorti de la même page. Par contre, quand vous regardez à côté le temps moyen passé sur la page, donc là, l'analyse peut être un peu différente. Pourquoi? Parce que sur le site d'un éditeur logiciel, on aura des pages qui vont naturellement avoir un taux de rebond élevé, par exemple les pages des articles de blog, et ça sera normal si le temps passé sur le site prévoit le temps qui est nécessaire pour la lecture de cet article. Donc, je vous explique. Quand j'arrive, imaginons, j'ai reçu une newsletter d'un éditeur logiciel. Donc là, je vois un article qui m'intéresse, je clique dessus, j'arrive sur le site, j'arrive sur la page de l'article. Donc, je passe du temps, je lis cet article, je suis restée à peu près 3 minutes, le temps de lire, de tout comprendre. Et là, je me dis, bon, c'est parfait, l'article est bien, et je ferme la page. Donc, je ressors du site. Je génère un taux de rebond important parce que je suis restée sur la même page et je suis ressortie de la même page. Donc 100% taux de rebond. Par contre, le temps qui est passé sur le site, c'est à peu près 3 minutes. Et ça, c'est parfait pour les articles de blog. Donc, c'est le comportement normal sur un article de blog. On arrive, on lit, on part et on reste un certain moment, le temps de lire l'article. Donc, c'est pour ça, quand c'est le cas pour votre site, c'est pas du tout inquiétant. Au contraire, ça veut dire que le contenu que vous proposez sur votre blog est adapté à votre cible. Donc là, le taux de rebond élevé ne doit pas vous faire peur. Par contre, si on a la page du blog qui est la page générique, donc là par exemple, vous voyez en 3e position, j'ai slash blog. Donc c'est-à-dire c'est la page de blog qui qui récapitule en fait tous les articles qui étaient publiés sur mon blog.
Et a priori, cette page-là ne doit pas avoir un taux de rebond élevé parce que la personne qui se retrouve sur la page de blog doit trouver un lien à suivre pour lire un article choisi parmi tous les articles que je propose. Donc, en l'occurrence, la page de blog qui regroupe tous les articles doit avoir un taux de rebond faible. Donc là, on voit qu'il est à peu près de 23%, donc c'est parfait, c'est-à-dire 80% de personnes qui étaient sur cette page ont trouvé un article à lire sur mon blog. C'est-à-dire, encore une fois, j'en déduis que le contenu que je propose est adapté à ma cible dans les 80%. Donc c'est parfait. Par contre, si là, sur cette page-là, le taux de rebond était élevé, de 80%, ça veut dire que les gens arrivent sur ma page de blog, mais ne trouvent pas de contenu adapté et ils s'en vont. Donc là, ce que je fais, je revois un peu le contenu de mon blog. Je revois les articles que je propose à la lecture à mon audience. Donc voici de quelle façon on va analyser le comportement des internautes sur mon site internet. Donc là, on a parlé des articles de blog, mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi les pages des offres, les pages des tarifs. Donc là, vous connaissez vos pages, vous connaissez le contenu et vous vous mettez à la place de l'internaute et vous vous dites, est-ce que c'est normal que la personne est restée 3 minutes ou 1 minute et demie et partie? Oui, c'est normal, c'est 1 minute et demie et suffisante pour prendre tout en compte. Et si aujourd'hui je suis pas prête à demander la démo tout de suite, je m'en vais, c'est normal. Par contre, si vous voyez que votre page stratégique génère un taux de rebond élevé et les gens restent 30 secondes sur le site, moins d'1 minute, là ça commence déjà à être inquiétant. Ça veut dire que le contenu que vous proposez n'est pas très intéressant par rapport à la cible et en plus le taux de rebond le confirme. Donc voici de quelle façon on analyse les pages. Et là, je vous conseille vraiment de commencer par vos pages stratégiques, page par page, analyser le contenu en prenant en compte le taux de rebond et le temps moyen passé sur le site. Pour revenir encore une fois sur le taux de rebond, quel est le taux de rebond parfait? C'est aux alentours de 30%. Donc ça, c'est assez difficile, mais voilà, donc ça, c'est un taux de rebond parfait. Quand on commence à s'approcher de 40-50%, voilà, on est plutôt encore dans la norme, mais on commence à être un peu juste. Au-delà de 50%, 60%, donc ça commence à être inquiétant. Et quand on est 70-80, voilà, ça veut dire vraiment le taux de rebond est très élevé. Mais encore une fois, on regarde jamais le taux de rebond tout seul ou le taux de rebond global pour le site. On regarde page par page et on compare le taux de rebond avec la durée moyenne sur la page. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Et troisième point indispensable pour un éditeur logiciel, pour l'analyse correcte des actions marketing, c'est la conversion. Donc la conversion, comme on a dit tout à l'heure, pour un éditeur, c'est souvent un formulaire rempli ou un document téléchargé sur le site ou une vidéo lancée, par exemple, etc. Et donc, au préalable, avant de se lancer dans l'utilisation de Google Analytics, il faut configurer ces objectifs-là. Et donc, tout à l'heure, je vais montrer comment très facilement configurer des objectifs pour des formulaires, parce que c'est ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de suivre correctement les formulaires sur votre site. Donc ici, on voit la page récapitulative des conversions. Une fois, donc, j'ai déjà enregistré, au préalable mes formulaires. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on configure l'objectif? Donc, sur Google Analytics, on va dans l'onglet Administration. On va choisir la colonne vue, et dans la colonne de vue, on a quelque chose qui s'appelle comme objectif. Donc, on a un onglet objectif. On va cliquer là-dessus et vous allez avoir un bouton rouge qui va vous permettre de créer un nouvel objectif si c'était jamais fait. Si vous en avez déjà fait, donc là, vous pouvez soit créer un nouveau, soit si vous avez atteint le nombre maximum d'objectifs parce que c'est 20 seulement par vue, donc là, vous pouvez remodifier un objectif qui existe déjà. Donc, mais n'importe la façon d'y arriver. Donc là, je vais vous montrer la façon de créer ces objectifs. Donc, vous choisissez les objectifs, vous cliquez sur ajouter un nouvel objectif, par exemple, et là, vous remplissez la description. Donc, c'est-à-dire, il s'agit du formulaire de contact, et là, vous mettez formulaire de contact, ou contactez-nous, ou demandez la démo, ou demande de version gratuite, etc., etc. Après, la deuxième étape, c'est de choisir le type d'objectif.
Sur Google Analytics, il y en a 4. Il y a le type de destination, le type de durée, de page par vue, de page et écran par session et objectif d'événement. Donc, je vous conseille pour les formulaires de choisir toujours l'objectif de type de destination. Pourquoi? En fait, l'objectif de type destination, c'est un objectif qui prend en compte l'URL final. Donc, l'URL de confirmation, comme quoi le formulaire a été bien rempli, a été bien envoyé donc au service client, etc. Donc c'est pour ça on l'appelle la destination parce que c'est la destination qui change. L'URL change, donc la destination change. Donc pour les formulaires, c'est le type d'objectif le plus adapté et le plus simple à configurer. Donc vous avez donné le nom à votre objectif, vous avez choisi la destination, donc le type destination, vous continuez. Et là, en réalité, comment ça se fait? Eh ben, vous avez votre page avec le formulaire de contact, donc l'URL/contact. Une fois le formulaire est rempli, vous cliquez sur envoyer donc et vous vous retrouvez sur la page de confirmation contact. Voilà, ça c'est une étape indispensable pour pouvoir configurer ces objectifs. Il est indispensable d'avoir une page de remerciement et pas seulement un message qui s'affiche sur la même page une fois j'ai cliqué sur envoyer. Dans ce cas-là, ça ne va pas marcher parce qu'on ne changera pas de destination. On restera toujours sur la même URL. Et ça, on ne pourra pas le configurer correctement. Donc c'est pour ça. Une fois vous avez rempli le formulaire, vous cliquez sur envoyer, on doit se retrouver sur une nouvelle page de confirmation contact, une nouvelle URL. Donc vous prenez maintenant cette URL, donc tout ce qui est après le slash, donc pas la peine de reprendre le nom de domaine parce que Analytics il est au courant. Donc vous prenez que la deuxième partie donc qui vient après le slash et vous la collez dans cette étape-là de création d'objectifs, donc numéro 2, où vous renseignez le détail de l'objectif. Donc là, la destination, donc c'est-à-dire l'URL, est égale à / confirmation contact. Voilà. Vous pouvez renseigner la valeur. Si jamais vous savez en moyenne combien vous rapporte une demande de démo en moyenne ou un contact, vous pouvez renseigner ça, mais c'est obligatoire, c'est facultatif. Et vous enregistrez cet objectif. Donc, une fois l'objectif est enregistré, vous faites un test. Donc, c'est-à-dire vous-même vous connectez, si vous n'avez pas configuré des filtres déjà pour votre adresse IP, sinon vous le faites à partir du mobile ou à partir d'un autre ordinateur, vous demandez quelqu'un de remplir le formulaire de contact pour faire le test et donc vous attendez un petit moment. Et si l'objectif est remonté au niveau des conversions, là dans la vue d'ensemble, si vous voyez le numéro 1 qui est apparu, donc c'est-à-dire un objectif atteint, ça veut dire que vous avez configuré l'objectif correctement et ça fonctionne. Donc maintenant, on attend un petit moment, donc on attend, on laisse faire donc le marketing, on attend et au bout d'une semaine, on revient sur Analytics par exemple pour regarder les premières statistiques sur les conversions. Et là, on aura le nombre d'objectifs réalisés, le pourcentage, donc le taux de conversion, et pour chaque objectif, on aura le nombre d'objectifs qui étaient atteints. Et si je vais dans le chemin de navigation vers l'objectif, donc c'est une donnée qui est très importante aussi, je vais pouvoir déterminer le chemin et les pages qui étaient vues avant que l'internaute ait rempli l'objectif. D'accord? Avant qu'il ait rempli le formulaire. Donc là, la première colonne, c'est l'URL de l'objectif. Donc la confirmation de contact, confirmation de demande d'audit, confirmation de demande de démo, etc. Donc c'est des pages de confirmation, donc c'est-à-dire l'objectif a été atteint et le formulaire a été rempli. Mais j'ai des chemins précédents, donc c'est-à-dire j'ai des étapes précédentes et je peux voir que cette personne-là, donc il y a 3 objectifs, 3 personnes, ont lu d'abord un article de blog. Après, ils sont allés sur la page d'accueil. Après, ils sont allés sur la page de présentation de la société. C'est à partir de cette page-là, ils ont vu le formulaire et ils l'ont rempli. Ou d'autres personnes qui étaient sur le blog, ils n'ont pas forcément lu un article, mais ils sont allés tout de suite dans la présentation de la société. Après, ils sont allés sur la page d'accueil et à partir de la page d'accueil, ils ont rempli le formulaire de demande d'audit. Et ainsi de suite. Voilà, donc cette statistique peut être vraiment intéressante parce que vous allez voir quel est le chemin des internautes
quelles sont les pages qu'ils visitent avant d'être matures pour remplir le formulaire, pour demander une démo, etc., etc. Voilà, donc ça peut être vraiment très utile. Et sur ce, donc pour la partie les KPI, donc les principales KPI à suivre pour un éditeur logiciel, donc c'est tout. Donc c'est-à-dire vous regardez la partie acquisition, vous regardez le comportement et vous regardez la conversion. Et à partir de là, le schéma, donc le tableau, celui-ci, avec le nombre d'objectifs atteints, et les campagnes, le détail des campagnes et le détail des canaux de trafic peut être vraiment utile et suffisant déjà pour savoir, pour comprendre que vous êtes sur la bonne voie en termes des actions marketing ou qu'il y a des actions marketing qui ont pris pas mal de budget mais qui n'ont jamais abouti à des conversions. Et là, donc, vous arrêtez ça et vous passez à autre chose. Voilà, donc concernant les KPI, les principales KPI à suivre pour un éditeur logiciel. Donc là, je vais regarder vos réponses, vos questions. Donc je vous laisse un petit moment si vous avez des questions justement à me poser. Là, je vais voir. Les questions qui sont venues tout le long du webinaire. Alors, donc, on me demande si on envoie la version enregistrée. Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure, vous allez recevoir un email avec le lien vers la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas pu tout regarder, assister jusqu'à la fin. Et également, vous allez recevoir le support en PDF pour le suivre si jamais vous avez des questions. Alors, donc, pour chaque formulaire, doit-on créer une page de remerciement ou peut-on les mutualiser? Alors, donc là, ça dépend en fait de combien de formulaires vous avez sur le site. Si vous avez, par exemple, un formulaire de contact, un formulaire de démo et vous avez 3 documents à télécharger sur le site, donc là, je vous conseille plutôt de créer un objectif pour chacun de ces formulaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup et comme ça, vous allez vraiment avoir une réponse bien claire. Vous savez que c'est vraiment ce formulaire-là qui a été rempli parce que la personne est venue de ma newsletter, etc., etc. Par contre, et c'est le cas justement d'un client à nous, vous pouvez aussi avoir énormément de documents à télécharger sur le site. Par exemple, les fiches techniques, vous pouvez en avoir une dizaine. Et effectivement, si vous avez le site en 2 langues déjà, en français, en anglais, si vous avez 20 fiches techniques en tout, en plus si vous avez des formulaires de demande de démo, de demande de contact, etc., 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 là, ça fait beaucoup. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement regrouper, par exemple, les fiches techniques. Et pour chaque fiche technique, vous pouvez afficher la même page de remerciement. Par contre, si vous souhaitez quand même avoir des détails bien précis pour chacun des formulaires, là, il faudra créer une page de remerciement pour chaque formulaire. Si le formulaire n'a pas une page destination, il reste sur la même page, comment faire? Et bien justement, là, il faut juste dans votre outil de création de formulaire, changer le paramétrage et au lieu de choisir afficher le message, donc ce qui est souvent par défaut d'ailleurs, vous choisissez rediriger vers la page. Et là, vous mettez l'URL de la page que vous allez créer. Donc, ça dépend avec quel outil vous créez vos formulaires. Est-ce que c'est un plugin sur WordPress, par exemple? Donc là, souvent, c'est faisable. Donc là, souvent, il y a pas de souci, c'est facile à faire. Pareil, si vous avez un CRM qui vous permet de créer des formulaires comme Zoho CRM, Ines CRM, etc. ou un outil de marketing automation. Donc là, c'est pareil, c'est très simple. C'est dans le paramétrage que vous choisissez, au lieu d'afficher le message de remerciement, vous choisissez rediriger vers la page et là, vous mettez votre URL. Donc, a priori, c'est très simple à faire. Alors, tac. Quels sont les KPI de base à mettre en place pour savoir si le site est efficace? Et ben là, c'est donc l'acquisition, tout ce qui est donc acquisition, c'est-à-dire la source du trafic, le comportement sur les pages, où vous allez voir justement le taux de rebond et la durée passée sur le site, le nombre de sessions,
pour suivre l'évolution. Donc, est-ce que le nombre de sessions et d'utilisateurs évolue avec le temps parce que vous avez quand même pas mal d'actions marketing. Voilà, est-ce que ça évolue dans la durée? Après, effectivement, le nombre d'objectifs, donc pour suivre les objectifs directement à partir du tableau de bord. Donc voici, je dirais, c'est les principaux KPI à mettre en place. Après, bien sûr, vous pouvez suivre les KPI comme, encore une fois, le type, la donnée géographique, si ça peut être utile pour vous. Encore une fois, à partir de quel secteur géographique vous avez plus de trafic si vous travaillez vraiment par secteur. Mais principalement, c'est les copies d'écran que vous pouvez trouver directement sur ce document-là que je vous ai montré, donc en termes de comportement, en termes d'acquisition et d'objectifs. Alors, pour un site vitrine d'un produit sans vente directe, les KPI sont-ils utiles pour un site vitrine d'un produit sans vente directe? Mais bien sûr, parce que sur votre site vitrine, vous avez sûrement soit un document téléchargé, soit un petit formulaire de contact ou autre chose. Et là aussi, vous pouvez bien sûr mettre en place les KPI, les objectifs, en fonction donc qu'est-ce qu'il y a sur ce site-là. Mais très souvent, les éditeurs logiciels, ils n'ont pas la vente directe sur le site. Voilà, donc c'est pour ça, tout ce qu'on a dit pendant ce webinaire peut s'appliquer donc à tous les éditeurs parce que dans la plupart des cas, on ne propose pas la vente directe sur le site. Alors, Twitter, quand je fais des annonces payantes. Ah, voilà. Donc, ça, c'est une question intéressante. J'ai du mal à voir les conversions depuis LinkedIn ou Twitter quand je fais des annonces payantes. Comment faire? Et donc là, c'est ce qu'on retrouve très souvent. En fait, c'est juste un manque de configuration. Donc, quand vous faites la publicité à partir de LinkedIn ou de Twitter ou d'autres choses, en fait, LinkedIn et Twitter, ils vous proposent de mettre sur le site des codes de suivi pour vous remonter après des conversions. Mais vous pouvez utiliser la façon un peu plus simple, la façon la plus simple. Donc c'est, je vais vous montrer. Alors c'est l'outil de création des URL. Donc c'est-à-dire l'outil de suivi des URL. Par exemple, là j'ai mon site. Voilà, donc là j'ai ma page d'atterrissage que je souhaite utiliser sur ma page d'atterrissage que je souhaite utiliser donc pour ma publicité. Donc sur Campaign URL Builder de Google, donc qui est lié donc c'est un produit de Google Analytics, du coup ça va remonter automatiquement dans Analytics. Donc là au niveau de website URL, je vais mettre mon URL de la page d'atterrissage. Au niveau de la source de la campagne, en sachant qu'il s'agit de LinkedIn Ads, de LinkedIn payant, je vais mettre LinkedIn Ads. Et au niveau du nom de la campagne, je vais mettre le nom de la campagne, par exemple logiciel 1. Et après, j'ai l'URL qui comporte déjà un code de tracking qui m'est proposé. Voilà, donc cette URL-là, c'est celle-là que je vais utiliser dans ma campagne. Pas l'URL d'origine parce qu'il n'a pas de code de tracking, mais l'URL d'origine. Donc, je peux utiliser cet outil pour traquer donc les campagnes sur LinkedIn, sur Twitter, mais aussi des fois des campagnes email parce que Analytics des fois ne les détecte pas automatiquement. Et quand vous faites de l'emailing, mais vous voyez que parmi les canaux d'acquisition, vous n'avez pas un trafic qui s'appelle email, ça veut dire que votre trafic à partir des emails, il part dans le direct. Et ça vous fausse des statistiques parce que vous n'avez pas du coup le comportement suite à vos campagnes email et suite aux newsletters. Donc, je vous conseille d'utiliser cet outil-là, Campaign URL Builder, qui est très simple, vous avez vu. Donc, il suffit juste de configurer le nom de la campagne et la source. Et c'est ce lien-là que vous utilisez après. Et sur Google Analytics, donc je reviens sur ma présentation. Sur Google Analytics, après, donc vous allez donc dans ce qu'on appelle acquisition. Dans l'onglet acquisition, vous choisissez les canaux et dans les canaux, vous allez avoir quelque chose comme autre. Donc un onglet qui s'appelle autre. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver toutes vos campagnes qui étaient créées avec ce petit code de tracking. D'accord? Donc si je clique là-dedans, voilà, donc autre, vous voyez, au niveau des campagnes, j'ai retrouvé ma campagne newsletter, j'ai retrouvé ma campagne sur d'autres canaux par le nom de la campagne. Si vous mettez en filtre, en dimension secondaire, la source et le support, là, vous allez retrouver
la source que vous avez renseignée ici au niveau de campagne source. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Donc, c'est vrai que cette configuration est très, très simple. Non, pas la peine de lier Campaign Builder et Analytics parce que ça se retrouve, parce que ça se fait automatiquement avec des codes UTM source et UTM campagne, etc. Donc, ça remonte automatiquement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à nos prochains webinaires. Donc, le prochain va être destiné justement à des campagnes sur LinkedIn Ads parce que c'est de plus en plus utilisé par des éditeurs logiciels et ça peut être intéressant de regarder comment ça se fait aujourd'hui et en sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés là-dedans. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.